Nous sommes dans un monde en pleine mutation. Les responsables et les managers ont besoin de plus en plus d'outils et de moyens pour résoudre les conflits au sein de leur organisation. Ces managers doivent de plus trouver les méthodes pour amener leurs équipes à adhérer à la vision. De grands changements sont parfois nécessaires pour faire évoluer le système de l'entreprise. Face à tous ces défis incessants, comment réussir une étape de changement face à l'inconnu qui peut faire peur? Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je m'appelle Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié et consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les l'épanouissement professionnel des personnes accrues, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir de la route et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 44 de la série FC Leadership Podcast. Dans cet épisode, nous avons un invité spécial, c'est Michel Carrière, qui est coach professionnel certifié, consultant et formateur en gestion de projet. Il est le fondateur de l'entreprise Corum et aussi de Air Coach Pro, qui est une plateforme qui réunit un ensemble de coachs au niveau national et aussi international. Étant donné que Michel est un coach de changement, un expert qui a une passion pour le domaine du changement et l'accompagnement de managers, surtout des jeunes managers, il va apporter ses conseils sur ce sujet, comment réussir une étape de changement. Écoutons Michel Carrière, on se rejoint. Bonsoir Michel. Bonsoir Fadler. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et donc, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode numéro 44 du FC Leadership Podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment réussir une étape de changement. Et donc, je vais d'abord te demander, Michel, si tu peux te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es. Voilà. Alors, je suis un homme, je plaisante. Je suis né en 1962, j'ai débuté ma carrière en 1984, j'étais analyste programmeur en informatique. J'ai eu mon premier poste de manager d'équipe en 1991. J'ai repris mes études en 2002 pour aller chercher un bac+5 et puis pour acquérir des compétences que j'estimais qui me manquaient. Entre autres, en termes de management d'équipe, je me suis expatrié au Québec de 2005 à 2010. J'avais une opportunité qu'on ne peut pas ignorer. Je suis rentré en 2010. J'ai eu un peu de mal à transformer mes compétences acquises en France. Mais finalement, là, j'ai trouvé ma place il n'y a pas très longtemps. Je me suis formé au coaching en 2016 et aujourd'hui, je suis un homme orchestre de la gestion de projet et de la gestion du changement. Très bien. Merci pour cette présentation, Michel. Donc, on parle du sujet comment réussir une étape de changement. On sait que nous sommes dans un monde qui va à vitesse grand V et ça change tous les jours, mais parfois, les gens ne sont pas prêts aussi à aller à la même vitesse que ce monde qui bouge. Donc, maintenant, le sujet sur le changement, c'est un sujet que voilà, tout le monde en parle. Donc, dans les entreprises, on a besoin de changement. Donc, dans la vie personnelle, on a besoin de changement. Les managers ont besoin de changement. Donc, maintenant, ce sujet-là, comme je sais que toi, tu es coach formateur et tu accompagnes dans tout ce qui est changement auprès des managers d'entreprise. La première question que j'aimerais te poser, donc, face à ce monde qui va vite, quelle est l'importance du changement au sein d'une organisation? En fait, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui a besoin de changer parce que c'est sa survie qui est en jeu, sa rentabilité, son existence, le développement de ses nouveaux marchés, la conservation des marchés qu'elle a de raisons historiques. En fait, tout est changement aujourd'hui. Tout est changement pour l'entreprise. L'entreprise de grand-papa, où on entre à 25 ans et où on fait sa carrière professionnelle, elle est terminée. On n'en parle plus, même pas en France. Et même dans notre vie, même dans notre quotidien, on ne parle que de changement aussi. La vie est un changement permanent. On grandit,
on apprend, et puis on laisse la place aux jeunes. Et pour une entreprise, c'est pareil en fait. Elle se crée, elle croît, elle embauche, elle change ses produits, elle change ses services, elle intègre d'autres entreprises, elle fusionne, et puis finalement son nom peut arriver à disparaître ou perdurer. En fait, ce qui est difficile surtout, c'est que les changements s'enchaînent de plus en plus vite et nous obligent à adopter de nouvelles habitudes de travail beaucoup plus rapidement que nous, humains, nous le souhaiterions, je pense. J'ai plus la source en tête, mais j'ai à me rappeler que, je ne sais plus où je l'ai lu, que un être humain réalise chaque jour approximativement 3000 actions en utilisant uniquement ses habitudes. Une habitude, c'est quelque chose qui a énormément d'avantages sur une manière non encore connue de réaliser une action, donc avant le changement. Une habitude, je disais, c'est rapide à exécuter, ça se réalise sans l'intervention de la conscience, et en plus, c'est pourvu de signaux d'alerte qui donnent le contrôle à la conscience en cas de besoin. Donc, sans nos habitudes, ce qui se passerait, notre conscience, c'est que si on n'avait pas nos habitudes, sans nos habitudes, notre conscience serait complètement débordée et monopolisée par la réalisation des actions de la journée. On n'aurait plus le temps de rien faire. Il y a un ratio apparemment de 1 à 10 entre la réalisation d'une action par une habitude acquise, on pense que c'est acquis, ça je ne rentre pas dans le débat acquis ou né, et ce qui fait que les 30 000 habitudes qu'on réalise de façon automatique sans y penser, je pense que le spécialiste qui parlait de 30 000 parlait même de la respiration ou du battement de cœur, c'était assez globaux. Ça signifierait que si nous devions tout faire de façon consciente, on n'aurait plus le temps de rien faire d'autre. L'avantage de l'habitude, c'est qu'elle réalise tout automatiquement et elle libère la conscience du travail de réalisation, de suivi et de maîtrise de l'action. Et le problème, c'est que acquérir une nouvelle habitude, ça prend du temps. Et comme le monde change de plus en plus vite, eh ben, c'est là que nous surchauffons parfois. Voilà. Donc, le monde change de plus en plus vite. En fait, c'est un autre vaste sujet. Mon point de vue personnel, c'est que nous vivons dans un monde, étant donné que nous vivons dans un monde qui est basé sur la consommation, nous sommes des consommateurs, des producteurs et des consommateurs, cette particularité du monde de la consommation rend aujourd'hui les entreprises obligées d'accélérer pour rester concurrents dans leur marché, rend les entreprises obligées de développer de nouveaux produits pour exister. Donc, on est dans une démarche de toujours plus loin, toujours plus vite. Et manquer un changement, ça peut être catastrophique pour une entreprise. Si on repense à ce qui s'est passé avec l'affaire des Galaxy Note et les batteries qui brûlaient depuis cette affaire, la courbe des parts de marché de Samsung a beaucoup baissé. Et si on remonte plus loin dans le temps, il y a 10-15 ans, toujours dans le monde du téléphone portable, Nokia n'a pas su prendre le virage du smartphone et aujourd'hui, le nom de Nokia même a disparu puisqu'ils ont été rachetés par Microsoft. J'affirme aujourd'hui que on est fin 2019, je vais dire en 2020, la vie, c'est le changement. En 2020, c'est le changement et je pense que ça va encore s'accélérer. Si je fais une marche arrière sur ma vie professionnelle, moi, mon premier métier, c'était analyste programmeur. J'analysais les besoins de mes clients et j'écrivais les logiciels de gestion avec des langages informatiques qui n'existent plus aujourd'hui. C'était le COBOL, le Pascal, le BASIC, l'assembleur. Et quand je donne des formations en gestion de projet à côté, et quand je me présente et que je dis ça aux élèves qui sont en cours avec moi, qui sont des élèves en formation continue, ça les fait toujours sourire parce qu'ils n'imaginent pas qu'on peut encore être vivant et avoir appris l'informatique par ce bout-là. Donc, personne ne réalise qu'en fait que le changement va très très vite et que les personnes qui ont aujourd'hui acquis des compétences ne se rendent pas compte que dans 10 ans, même dans 2 ans, on ne sait même pas où on sera. C'est vrai que ça va très vite aujourd'hui. Ah oui. Donc, maintenant, comment développer une culture du changement au sein d'une organisation? Parce que tu l'as dit,
Donc, c'est quelque chose d'essentiel, de nécessaire. On ne peut pas s'en échapper. Mhm. Maintenant, comment développer cette culture de changement au sein d'une organisation? Ça passe pour moi, ça passe par une refonte du système éducatif. Tout simplement parce que dans nos sociétés occidentales, le cycle de vie d'un individu est construit en 3 temps. On apprend un métier, enfin on grandit, on va rester un peu à la maison d'abord, on apprend un métier, ensuite on part travailler pour payer ses études et construire sa vie, et le 3e temps, c'est profiter de sa retraite. Mais il n'y a pas de place au changement de métier dans ce cycle de vie aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui était peut-être efficace il y a 50 ou 100 ans, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit toujours adapté. Euh, je crois que c'est sur le site de Pôle Emploi. J'ai lu un article il y a pas très longtemps qui expliquait que les métiers de 2030, donc dans 10 ans de ça, il y a 15% des emplois qui seront sur des métiers, en 2030, qui seront sur des métiers qui n'existent pas encore. Ça signifie que, on va dire ça c'est sur 10 ans, 15% sur 10 ans. Ça signifie que sur une carrière professionnelle de 40 ans, une personne a globalement 60% de probabilité de changer de métier entre le premier et le 40e, enfin le premier jour et le dernier jour de la 40e année. C'est énorme, 60%. Moi, personnellement, j'ai changé 3 fois de métier déjà, donc ça me parle. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait envie de changer autant que moi je l'ai fait. Si moi je comprends, c'est que bon, ça peut arriver à toute personne, même ceux qui n'aiment pas un peu, qui n'aiment pas changer. Donc, Oui, oui, oui. Ouais, il y a des changements qu'on subit. On n'est pas toujours les acteurs, les maîtres des changements de sa vie professionnelle. maintenant, on est dans le cadre des entreprises. Donc, la question que je vais te poser, c'est pour les managers. Donc, un manager d'entreprise doit-il mener le changement? Donc, si oui, comment doit-il le faire? Alors, oui, est-ce que le manager doit mener le changement? Oui et non. Je m'explique. OK. Oui, c'est nécessaire, mais c'est peut-être pas forcément lui qui va le faire parce que certains managers, certains leaders sont des bâtisseurs et d'autres sont des gestionnaires. Ce sont pas les mêmes compétences qu'on met en œuvre. Le bâtisseur va construire, va changer, va faire évoluer, va faire bouger les limites, va déplacer les frontières, tandis que le gestionnaire, lui, va exploiter, rentabiliser les processus qui lui sont confiés. Donc, oui, il faut le faire, mais il faut peut-être confier le pilotage du changement à des personnes dont c'est le métier, des externes dans l'entreprise, ou quand c'est une grosse entreprise, une cellule spéciale dans l'entreprise qui pilote les projets de transformation. Qu'est-ce qui peut rendre les gens hostiles au changement au sein de l'entreprise? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples sur ce point-là? Oui, bien sûr. On n'est pas du tout tous égaux face au monde extérieur. Il y a certaines personnes, certains groupes de personnes qui ont plus besoin de calme, de stabilité, de tranquillité, d'un environnement connu et maîtrisé, et qui sont plus facilement sujets à la peur de l'inconnu, à la peur de perdre leurs acquis, leur confort, à la peur d'avoir besoin de se battre à nouveau, à la peur de perdre son équipe de travail, ses temps de loisirs, son organisation, les groupes sociaux, à la peur de déménager, etc., etc. À la peur de perdre jusqu'à l'école des enfants, la vie de quartier, le médecin. Donc, il y a plein de choses qui peuvent rendre hostiles les gens. Tout ça, ça peut se regrouper en une seule chose, c'est la peur de l'inconnu. Mhm. C'est l'inconnu qui fait peur. Ouais, L'inconnu fait peur. ouais. Maintenant, sur ce que tu viens de me dire, de nous dire, que peut-il arriver si l'équipe est hostile au changement? Parce que l'inconnu fait peur, même si on doit subir le changement, parfois, si on veut évoluer, il faut changer. Donc, mais que peut-il arriver si l'équipe est hostile? En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Que peut-il arriver? Ben, tout est possible. Ça peut aller de la procrastination jusqu'à en passant par la destruction de l'anti-jeu. L'anti-jeu, c'est-à-dire mal classer les pièces quand le rôle de la personne, c'est de classer des pièces, par exemple. Destruction de son outil de travail, des missions, abandon de poste, ne pas venir,
être malade, parce que comment dire, la peur, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose que le corps vit aussi, et ça peut nous rendre malades de l'intérieur, et ça peut aller jusqu'au suicide. On l'a vu avec, je citerai pas de mon entreprise, mais on l'a vu récemment avec des entreprises qui menaient le changement à marche forcée, avec un accompagnement que je ne sais pas comment il était, mais qui a amené certains managers à mettre fin à leur jour. Oui. Donc tout est, comment dire, très difficile de dire de délimiter les risques et les impacts d'un changement, parce que ça dépend beaucoup de l'entreprise, des personnes, des équipes, de l'histoire de l'entreprise, de l'histoire des personnes individuellement, et ça peut aller très 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 loin en impact et en risque. Donc il vaut mieux le gérer clairement. Oui. Okay. Okay. Maintenant, que peut-on faire pour vaincre la résistance au changement, donc, que ce soit au sein de l'entreprise, au sein d'une organisation? Ah, ça c'est mon sujet favori. Ah, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple, il faut faire tomber la pression, il faut abaisser le niveau de peur. La meilleure chose, je donne des pistes. Après, chacun l'adapte en fonction de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire et du contexte. Mais une chose à faire, ce serait de chercher une personne par équipe qui serait l'argent multiplicateur du changement. Parce que quand on est tout seul à changer une équipe d'une entreprise de 100 personnes, c'est pas facile. Si l'entreprise est divisée, je prends un exemple mathématique, en 10 équipes de 10 personnes, c'est plus facile d'aller chercher une personne dans chaque équipe qui est moins résistante au changement et de l'utiliser comme agent de diffusion du changement. Il faut demander de l'aide, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut susciter le désir de changer. Ça, c'est la première étape super importante. Et j'ai envie de te parler un petit peu d'un processus qui se résume en 5 lettres que moi j'utilise, que j'ai découvert au Québec, qui s'appelle ADKAR, A-D-K-A-R, qui est le fait d'une société de services américaine qui a dû apparaître il y a 17 ans à peu près. Les lettres ADKR, c'est en anglais, c'est Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. En français, moi je l'ai traduit par ce sont les 5 étapes du processus qu'il propose. Je le traduis par prise de conscience, qui est la première étape. La deuxième, c'est motivation, puis connaissance, ensuite aptitude et consolidation. Et par là-dessus, une grosse dose de bon sens, comme disent les Québécois du GBS, du gros bon sens. Ouais. Donc, je propose qu'on les passe par le menu, les 5. Mm-hmm. Oui. Ok. Donc, la première étape, le A, la prise de conscience, awareness, c'est le moment pour l'entreprise de faire savoir qu'on va changer. Les actions que l'entreprise peut poser à ce moment-là sont des actions simples. C'est informer du changement, à la fois la raison du changement, la motivation, les objectifs, qu'est-ce qu'on vise, identifier les messages à délivrer pour chaque public, parce que on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui... Enfin, dans l'entreprise, il y a des personnes de culture et de niveaux sociaux différents et on ne parle pas toujours de la même manière. Ils n'ont pas non plus les mêmes motivations, les mêmes envies, les mêmes enjeux. Donc, il faut commencer à jouer sur ces leviers. Essentiellement, je dirais que pour les équipes, si on colle ça en parallèle du processus de deuil comment elle s'appelle, Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychologue, une psychiatre très connue, c'est la phase c'est le moment où les employés se prennent la claque, en fait. C'est le moment de la prise de conscience. Ah, on va se prendre un changement, au secours, qu'est-ce qui va nous arriver? On sait que le besoin de changer existe, il est là, et c'est le moment le plus difficile. La deuxième étape, donc D comme desire, que moi je traduis par motivation en français, c'est le moment de susciter le désir, l'envie de la personne de participer et d'aider au changement. Le désir est ce qu'il fait, c'est l'envie de changer. Il faut aller chercher les motivations qui sont de plusieurs catégories. Les motivations peuvent être culturelles, peuvent être politiques, techniques. Les questions qu'on se pose à cette étape quand on veut communiquer, les questions qu'on veut susciter dans notre communication, c'est quel avantage est-ce que je vais en retirer? Qu'est-ce qui va à l'encontre de mes intérêts? Voilà, il faut commencer à
aider la personne dans l'entreprise qui va changer de poste et de définition de poste à se poser les questions de qu'est-ce que ça va lui apporter et en termes de contraintes et d'avantages, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir en retirer. Et les actions à poser, c'est identifier les sources individuelles de motivation. Donc, ça veut dire beaucoup communiquer en tête-à-tête avec les managers et les équipes. Analyser les impacts par équipe, communiquer les impératifs du changement en mettant en avant les bénéfices business et les bénéfices personnels. Parce que quand on fait, dans les gros projets, moi en tout cas, quand je fais un gros projet, que j'ai fait une analyse des parties prenantes, une analyse de toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Je considère les individus, je considère les équipes et les business units en même temps, parce que un groupe, des individus pris séparément peuvent être complètement résistants au changement, mais en équipe, ils n'auront peut-être pas la même réaction, par exemple. Le troisième processus, la troisième lettre, c'est knowledge, la connaissance. C'est le temps du comment. Comment prendre le nouveau poste? Quelles sont les compétences requises pour le nouveau poste? Quel est l'écart entre mes compétences actuelles et les compétences qu'on me demande pour réaliser le nouveau poste? En gros, quelles compétences je vais devoir acquérir pour remplir le poste qu'on me demande de remplir? Donc, les actions à poser pour le pilote du changement et à susciter aussi, c'est comment le changement va les impacter. Il faut commencer par identifier et expliciter les nouveaux comportements attendus, parce qu'on n'est pas seulement, un changement, ce ne sont pas seulement des compétences sur le savoir-faire, ce sont aussi des compétences sur le savoir-être, le comportement, les soft skills. Il faut préparer les formations qui vont être diffusées à l'étape suivante, et des formations bien ciblées, si possible, parce que l'objectif, c'est quand même d'accompagner les personnes qui vont changer de définition de poste dans cette étape, dans ce chemin. La quatrième étape du processus que moi j'utilise, donc toujours ADKAR, c'est Ability, que je traduis par aptitude. C'est la phase de mise en œuvre. On va former, on va tester et on va valider les nouvelles compétences en situation de travail, et les nouveaux comportements en situation de travail. C'est l'étape la plus concrète pour les équipes, parce que ils sont dans le mouvement, ils sont dans l'action, et ils vont vers, c'est excitant aussi, ils vont vers les nouveaux, vers ce qui va être leur quotidien pendant les années à venir. Donc, on déploie les formations, on évalue leur impact sur le terrain, on procède aux ajustements des formations. On est dans un cycle plan, do, check, act. C'est-à-dire que l'idée, c'est une fois qu'on a identifié dans chaque étape des key users, des utilisateurs clés, les former, vérifier que la formation a bien porté ses fruits. Si c'est pas le cas, modifier la formation, réexécuter la formation, vérifier que ça fonctionne, etc., jusqu'à ce que tout soit parfait et qu'on puisse former les équipes au complet. Il faut aussi adopter les nouveaux comportements, c'est-à-dire que la formation, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas seulement une affaire d'appuyer sur un bouton, c'est aussi de le faire des fois avec le sourire. Ça peut changer plein de choses. Et puis, moi, j'ajoute personnellement une grosse couche de coaching des collaborateurs, y compris les managers, bien sûr, pour les encourager dans leurs efforts, qui est d'acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux comportements, parce que c'est pas un acte naturel pour l'être humain. Dans mes projets, moi, j'apporte toujours beaucoup de présence, d'assistance, de soutien aux managers et aux équipes, mais surtout aux managers, parce que les managers d'équipe, ce sont les personnes, pour moi, qui sont les plus importantes. Ce sont eux qui sont au frontal avec les équipes. Ce sont eux qui sont, comment on dit ça, je veux pas qu'ils jouent le rôle de fusible dans le projet de changement. Donc, je les fais accompagner par des coachs, et je me réserve toujours dans mes projets une ligne budgétaire spéciale pour pouvoir les faire accompagner par des coachs. Car le soutien psychologique, c'est essentiel dans les moments de transition et d'incertitude. La dernière étape, qui est tout aussi importante que les autres, c'est R, reinforcement, que je traduis par consolider. Alors, en même temps, c'est important de fêter chaque étape qu'on fait, Et aujourd'hui, je suis convaincu que les coachs ont un impact énorme dans ce monde. Je pense que ça va se vérifier assez rapidement dans les années à venir.
c'est que le coaching, c'est la meilleure manière d'aider quelqu'un à vaincre ses résistances, à changer de comportement pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose de nouveau. Très bien. Plus de sérénité, plus de confort. Et la vision, oui, comme tu disais, plus de vision. La vision est très importante. Pourquoi je le fais et le pourquoi je le fais est plus important que le comment je le fais. La vision est plus importante, oui. C'est ce que j'aime bien dire aussi dans les épisodes de podcast. Donc, à chaque fois qu'on a envie de lâcher, c'est de se poser la question, pourquoi je le fais? Parce que le pourquoi nous permet de trouver le sens de ce à quoi, pourquoi nous sommes lancés là-dedans et donc qui va nous permettre aussi parfois de nous remotiver. Oui, c'est très important quand on a des doutes comme ça, de faire une pause, de lever le nez du guidon et de reprendre un petit peu de vision, un peu d'énergie par la vision, avant de replonger dans les tâches chronophages, les tâches quotidiennes, dans le micro-détail. Très bien. Il y a environ 5 choses que tu as citées dans cette dernière partie de cet épisode. Tu as parlé donc, dans la question où je t'ai posé, faut-il communiquer pour une vision pour amener un changement? Oui. Donc, tu as dit que donc il faut des conseils, il faut de l'information, oui, de la vision, de la formation et des encouragements. Le dernier mot, des encouragements, moi je pense que c'est la clé. Donc une fois qu'on a la vision, parce qu'il y a des moments où on peut être démotivé ou passer par des situations difficiles. L'encouragement, donc, est un facteur important dans cette évolution vers le changement. Oui, j'abonde dans ton sens, oui. Avec la vision, l'encouragement, c'est le plus important. Le reste, c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui va vous donner le goût de changer. Oui, d'accord. OK. Donc, merci pour toutes ces précisions que tu as apportées pour nous sur le changement et vraiment, je pense que ça va être utile à beaucoup de personnes qui écoutent mes podcasts. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir traiter ce sujet et que toi, tu puisses nous apporter des contenus à partir de ce sujet du changement. Voilà. Michel, maintenant, donc, tu es coach du changement, tu accompagnes des managers. Je me rappelle la première fois, notre première discussion, tu me disais que tu as particulièrement une attention pour les jeunes managers. Oui, tout à fait. Vas-y. Comment les gens peuvent te joindre? Alors, s'ils veulent en savoir plus sur moi, j'ai créé ma société il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Khorum, Khorum. Donc, ils peuvent aller sur mon site web. Ils verront ma tête, ils verront un peu ce que je sais faire. Bon, le site a 1 an et il est peut-être pas tout à fait à jour, mais il y a à peu près en synthèse, ultra synthèse, tout ce que je sais faire. Donc, Khorum, Khorum.com. Mon site internet, mon email, c'est michel@khorum.com. C'est facile. D'accord. Et je suis ouvert à toutes les discussions, tous les échanges. Et si j'ai pas les compétences pour répondre aux attentes, je sais rediriger vers quelqu'un qui, je pense, aura plus de compétences pour répondre à la demande. Je connais mes limites. Très bien. Donc, c'est ça un coach aussi, un coach authentique, un coach certifié, un coach professionnel aussi. Donc, on connaît ses limites. Donc, quand il faut passer la main, donc on passe la main. C'était Michel Carrière, coach professionnel certifié et consultant formateur, donc qui nous a apporté des conseils, donc qui a traité avec nous le terme du changement. Donc le sujet c'était comment réussir une étape de changement. Merci à toi. Merci. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 44 de la série FC Leadership Podcast. Merci de votre patience, merci de nous avoir écoutés, merci de vos feedbacks et je suis toujours reconnaissant de pouvoir vous apporter des contenus chaque mercredi
dans le FC Leadership Podcast. Si vous souhaitez être accompagné par un coach professionnel certifié RNCP et un consultant formateur passionné de voir les gens arriver au plus haut sommet de leur réalisation personnelle ou professionnelle, vous pouvez me contacter à contact@fcdestin.com ou le site internet à visiter à www.fcdestin.com ou le site coach-formateur.com. Ma joie est dans votre réussite. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership.